Bon, mec, cette semaine, je suis tombé sur un groupe de femmes interdit aux hommes, du coup. C'est vraiment pour le coup interdit aux hommes. Il y a une sélection à l'entrée et du coup, les chefs de groupe laissent uniquement rentrer les femmes. Assez dingue. Donc, un groupe de femmes qui voyagent en solo. C'est ce qu'on appelle le solo travel. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est une industrie qui est juste énorme. Je vais t'expliquer un peu les datas que j'ai sur cette industrie. C'est ce qu'on appelle le marché du solo traveling que j'ignorais totalement. Il y a un subreddit qui a plus de 2,8 millions de membres spécialement dédié à ça. Je suis allé faire mes petites recherches, les recherches de vol pour une seule personne sur Kayak, donc le site où on peut commander des billets d'avion, elles ont augmenté de 36% pour les vols uniques, pour les vols d'une seule personne. On a les réservations de solo traveling auprès d'un groupe qui s'appelle EF Go Aid Tours, qui ont augmenté de 200% en 2023 par rapport à 2022. Et j'ai encore des datas super intéressantes. En 2023, tu as 25% des Américains, donc à peu près 83 millions, qui ont envisagé de partir en voyage en solo. Et en France, si je dis pas de bêtises, en 2023 aussi, il y a un Français sur deux qui envisage de vivre également l'expérience. Donc moi, c'est un marché que j'ignorais totalement. Et je suis tombé sur un groupe de femmes qui s'appelle tours.solofemaletravelers.club. Ils ont un groupe Facebook qui réunit plus de 60 000 personnes, si je dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, ça réunit des dizaines de milliers de personnes. Ça a été fondé en 2015 et aujourd'hui, elles font 150 000 € par mois uniquement en organisant des voyages dédiés aux femmes. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué comme ça, c'est qu'il y a plein d'industries parallèles que personne ne voit, mais des industries qui naissent soit d'un effet de mode, soit d'une sorte de libération des mœurs, puisque finalement les personnes qui voyagent seules, je pense pas que c'était la mode il y a 40 ans, et les femmes qui voyagent seules, je pense encore moins que c'était la mode il y a 40 ans, notamment en Occident. Et donc, surtout après le Covid, il y a eu de plus en plus de personnes qui ont suivi cette trend, et donc des personnes qui ont réussi à s'engouffrer sur cette opportunité en créant des business derrière. Et du coup, c'est assez fou parce que à chaque étape, eh bien, c'est dédié aux femmes. Leur slogan, enfin leur promesse, c'est donner les moyens de voyager en tant que femme, organisé par des femmes, pour des femmes, et souvent dans des lieux tenus par des femmes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les lieux dans lesquels, du coup, le plan tour, le tour plein, dans lequel les femmes sont redirigées, eh bien, très souvent, c'est dans des lieux, dans des cafés, dans des hôtels, à chaque fois tenus par des femmes, et donc ça vient soutenir en plus le business féminin. Donc c'est une sorte d'écosystème presque féministe, parce que du coup c'est vraiment, pour le coup c'est vraiment dédié à ça, qui brasse pas mal d'argent. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ça? Ils ont leur business model finalement il est assez simple. Il y a trois business models, trois manières de gagner de l'argent, trois sources de monétisation. Le premier, c'est du coup la création de circuits personnalisés. En 2023, ils ont organisé plus de 300 voyages avec les recettes. Du coup, ils ont réalisé plus de 1,5 million de recettes en 2023. Ils font également pas mal d'affiliations et de sponsorisation parce que ils ont sur leur site internet plus de 100 000 pages vues tous les mois. Ils ont dans leur groupe, pardon, tout à l'heure, je m'étais trompé, ils ont plus de 250 000 membres au sein de leur groupe et ils ont une newsletter à 60 000 abonnés. Et ce qui est super intéressant, c'est que la croissance de ce groupe Facebook a été faite de manière totalement organique. Finalement, en fait, à partir du moment où on veut créer une communauté autour de personnes, autour d'une niche qui autour de people, on va dire, assez homogènes, le bouche à oreille marche super bien, notamment lorsque c'est des femmes et que la big ID derrière est forte. On a pu le voir aussi avec Chips.com. Chips.com, qui est une communauté pour femmes aujourd'hui qui est valorisée plus d'1 milliard. C'est une communauté dans laquelle initialement ils faisaient de la prospection pour trouver leurs premiers membres, et aujourd'hui c'est pratiquement que du bouche à oreille. Et bien, tours.solofemaletravelers.club, elles ont du coup fait grossir leur groupe Facebook uniquement par le bouche à oreille. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Moi, si il y a 5 ans, on m'avait dit, ok, on va créer des tours personnalisés uniquement pour les femmes auprès d'entreprises féminines, et que ce truc allait générer plus de 150 000 balles par mois, alors que c'est deux femmes qui ont lancé la chose, qui n'avaient aucune connaissance dans le domaine de base. Eh bien, je sais pas si j'y aurais cru initialement. De toute façon,
c'est toujours. Moi, sur ce truc-là, je sais pas, tu vois. Mais la réalité, c'est que c'est toujours les business. Enfin, ça, tu vois, il y en a à tout moment des business auxquels personne ne croit, auxquels. Enfin, qui sont overlooked, comme on dit. Ben, on regarde par-dessus parce que, tu vois, c'est un détail. T'as l'impression que ça va être un tout petit business. Et en fait, le truc prend de l'ampleur parce que à un moment, ça résonne avec une cause, ça résonne avec un besoin que, du coup, personne ne regarde. Le problème avec les gros business auxquels tout le monde croit de base, c'est que tout le monde les regarde. Tu vois. Tout le monde essaye de se dire tiens, et si je réussissais à inventer le nouveau réseau social, le nouvel iPhone, le nouveau je sais pas quoi, tu vois. Enfin, moi j'ai plein de potes entrepreneurs qui ont essayé de lancer des réseaux sociaux. Ils ont tous pris des branlées. Pourquoi? Parce que il y a des dizaines, voire des dizaines de millions de mecs, je pense, qui ont la même idée. Et à minima, quelques millions de mecs à travers le monde qui exécutent sur cette idée, si tu veux. Et donc, pour tous les birils qui réussissent à passer le pas, tu vois, et à avancer, bah, t'as des dizaines de tests qui foirent et qui donnent rien. L'avantage quand tu es sur un business comme ça, c'est que pour peu que tu trouves ta niche, bah, t'as quasi personne en face. Et même si t'as quelqu'un en face, au pire, tu coupes la niche en deux. Tu vois, voyage pour les femmes, potentiellement, beaucoup de gens qui peuvent y adhérer. Et donc, bah, très facilement, t'as 60 000 personnes, et 60 000 personnes, bah, tu vois, monétiser, je sais pas, tu fais une espèce de règle de calcul, monétiser 3 euros par mois par personne, et ben, t'es à tes 150 000. Tu vois, grosso merdo, tu peux faire ce genre de calcul, quoi. Et c'est pour ça que ces business-là, à mon avis, ces business auxquels, entre guillemets, personne ne croit, que personne ne regarde, et qui sont un peu chelou au sens tu vois basique du terme, bah, ils ont pas mal finalement, ils ont de bonnes chances de réussite. Et alors il y en a aussi plein qui échouent parce que le mec il s'adresse à une micro niche dont tout le monde se fout. Mais bah en fait tes chances de réussite, je pense qu'elles sont aussi importantes, voire plus importantes. Quand je dis de réussite, j'entends de survie et de monétisation correcte du truc. Évidemment, ça va être difficile de faire une licorne avec ça. Enfin, ou en tout cas, ça va être difficile de faire, tu vois, un équivalent de kayak avec ça, parce que kayak, ça s'adresse à tout le monde. Mais d'un autre côté, kayak, tout le monde peut penser à essayer de disrupter l'idée. Donc, tu vois, je pense que si, tu vois, ton objectif, c'est de faire juste une boîte rentable qui marche bien, si ton objectif, c'est pas d'essayer de faire une licorne ou de faire une dinguerie dans ce style-là, je pense que tu as tout intérêt à attaquer un business un peu chelou et un peu auquel personne ne croit et un peu qui sort des trucs des sentiers battus parce que tu auras moins de gens en face. Mais de ouf, et puis surtout, non seulement qui sort des sentiers battus, mais en plus qui s'adresse à une niche qui est hyper engagée. Je trouve que la niche des femmes, alors pour le coup, un homme, à mon avis, peut très difficilement l'attaquer, mais la niche des femmes, c'est une niche de ce que j'ai vu qui arrive à croître de manière assez organique. Alors je dis niche des femmes, mais je peux aussi dire niche des hommes masculinistes qui ont besoin de se retrouver entre eux. Je sais pas si t'as vu, il y a des camps comme ça qui coûtent des milliers d'euros où en fait les hommes se retrouvent, ils payent pour ça et le but c'est d'augmenter sa virilité. Et donc c'est des camps où on voit des militaires ou des fake militaires, je sais pas, qui crient dessus, qui nous insultent et on doit couper du bois et puis après on doit faire des pompes, ce genre de choses. Et ça se développe un peu aux États-Unis. J'ai cru voir ça un peu en France, mais il y a des vrais business comme ça qui se développent aux États-Unis. Et ce qui est génial avec ça, puisque généralement, lorsqu'on veut lancer un business, la problématique numéro une, j'ai l'impression, c'est l'acquisition. C'est OK, comment est-ce qu'on trouve les premiers clients? C'est la question que tout le monde pose. Et ce qui est génial avec ça, c'est la puissance du bouche-oreille, la puissance du referral. À partir du moment où on arrive à rassembler les personnes autour d'une BID, cette histoire de voyage en solo des femmes, à mon avis, toutes les femmes ont eu cette problématique de OK, je voyage, mais je flippe. Je flippe parce que je fais pas confiance, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Alors déjà partir seule, c'est flippant, mais en plus partir seule en tant que femme, je pense que c'est même dangereux. Mec, Et c'est le donc business. forcément, Ouais, ouais. ça c'est le plus vieux business de MLM du monde, si tu veux. C'est de dire, tu vois, les business Tupperware, là, enfin les multi-level Ouais. marketing. Et Hmm. en gros, à la base, c'est ça, c'était de dire les femmes ont besoin de Tupperware pour je ne sais quelle raison, si tu veux. Et en fait, le sujet, c'était de dire, ok, on va targeter ça, et non seulement on va leur vendre des Tupperware, ok, normal, mais en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'elles se le revendent chacune d'entre elles, et elles peuvent gagner de l'argent à une époque dans les années 60-70 où beaucoup de femmes ne bossaient pas encore. Et donc la magie de Tupperware, ça a été de transformer tes clients en vendeurs et tes clients en ambassadeurs de marque. Tu vois, Incroyable, et en ouais, fait, le magique. referral d'aujourd'hui sur Internet avec des communautés hyper ciblées,
ce n'est ni plus ni moins qu'une reprise version internet de ce genre de truc. Et c'est pour ça que, tu vois, des boîtes de MLM comme Herbalife et tout ce genre de conneries ont fait des réseaux sociaux leur canal d'acquisition numéro un. Je veux dire, c'est moins le cas. Moi, je vais plus sur Facebook, mais c'est moins le cas, je crois, aujourd'hui. Mais on va dire aux alentours de 2010, 2012, 2015. T'avais pas un jour sans que t'aies Jacqueline de Herbalife qui t'envoie des messages en mode ouais tu veux rejoindre mon groupe de machin, on va gagner de l'argent, nanana, nanana, des dingueries comme ça, tu vois. Et les gens, alors là il s'avère que Herbalife ça pouvait être autant des mecs que des meufs, c'était pas spécifiquement genré, tu vois. Mais t'avais des groupes Herbalife, genre Herbalife Bordeaux machin, les mecs ils avaient entre 5 et 10 000 personnes. 5 et 10 000 personnes qui passaient des commandes de l'ordre entre 100 et 300 balles par mois. Alors, il y a du produit derrière, donc c'est pas de la marge, mais tu vois, très vite, tu montes à des chiffres d'affaires importants. Ouais, 1000%. Et donc, ouais, voilà. Tu enchaînes? T'as dit quoi? Tu enchaînes, du coup? Ouais, j'enchaîne. Donc moi, deuxième business, alors rien à voir. Rien à voir, mais bon, comme on s'est dit, la discussion d'aujourd'hui, c'est les business un peu chelous auxquels personne ne croit. Moi, je vais te donner une application, je pense que pas de grand monde s'en souvient. Une application la plus bizarre du monde et qui pourtant a réussi à atteindre. Alors, elle a explosé en fin de compte. Hein. Elle a fini par crever, mais elle a quand même atteint 20 millions de valorisation. Elle a levé plusieurs millions d'euros et elle a eu plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs. Alors que le truc n'a aucun sens et est complètement débile. Et je crois que la boîte a duré au moins 4 années. 4 ou 5 années, tu vois. Cette application, est-ce que tu connais une application qui s'appelait Yo? Y-O. Pas du tout. Mec, quand je rentre en école de commerce, l'été avant, je me dis ouais j'ai envie d'être entrepreneur et à ce moment-là c'est la folie des applis. Donc avec un pote on dev une appli si tu veux qu'on essaye de lancer. Bref, ça n'a pas marché, on n'a même pas réussi à sortir le truc parce qu'en fait on a enfreigné tout un paquet de règles. Le but était de faire des concours de shots si tu veux de manière intercontinentale quoi. En gros des Français qui font des concours de shots avec des Australiens via webcam. Enfin, mauvaise idée. On a voulu publier sur l'App Store. Autant de dire que Apple, c'est le genre de truc qu'ils aiment pas du tout. Enfin, oublie, tu vois. Oublie. Mais du coup, on s'est testé toutes les applis possibles et imaginables d'ordre social et soirée et machin. Et on tombe sur une appli qui s'appelle Yo, qu'on teste. Et qui, au moment où on la teste, explose. Il y a des articles dans TechCrunch, machin. L'idée est la suivante. Truc le plus con du monde. Tu envoies un yo à tes potes, donc ça fait, t'envoies le truc. Au lieu que ça sonne avec ta sonnerie normale de notif, ça fait yo. Et ton pote, il clique sur la notif et il peut te répondre à un yo. Et fin de l'histoire. C'est fini, ça s'arrête là. Donc tu te dis, c'est débile, ça n'a aucune raison de marcher. T'es d'accord avec moi? Zéro C'est raison de marcher. incroyable. Zéro Ouais. raison de marcher. Mec, toutes les semaines, ils prenaient genre 100 000 utilisateurs. Du coup, les mecs dans la Silicon Valley, c'est des mecs dans la vallée, hein, évidemment. Les mecs pètent un câble, commencent à investir un max de thunes dedans. Je crois que la valo max, 20 millions. Et le truc monte. Moi, j'en parle à mes potes, je fais du referral, tu vois. J'invite mes potes dessus, et puis on se retrouve à 40, 50, 60 potes, tu vois. Juste de moi et mes potes proches, des potes d'école, machin. Et on se retrouve là-dessus. L'appli a explosé, les mecs ont cash out un peu, enfin, les mecs ont fait du blé, tu vois. Finalement, l'appli a explosé, mais tu vois, avec une idée débile, honnêtement débile, les gars ont réussi à monter une boîte qui a fini par valoir des millions, avoir des millions d'utilisateurs. Les mecs, je pense, ça leur a fait une pub de dingue. Je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais à mon avis, ils ont monté d'autres boîtes ou ils ont été recrutés par des grosses boîtes après que la boîte ait explosé, tu vois. Et les gars ont explosé avec une idée qui n'avait littéralement aucun sens. Mais attends, donc leur business, c'est on se connectait sur l'app. Déjà, comment on contactait les personnes? Est-ce que c'était par nom d'utilisateur, par numéro de téléphone? C'était quoi? Ça allait scraper tes numéros de téléphone et tu Ok, pouvais ok. et du coup ça demandait à l'autre de télécharger l'app si tu vois. Ok. Et t'as tes potes du coup qui arrivaient, et après tu pouvais sélectionner le pote à qui tu voulais envoyer Yo. Ouais, Et c'était tout. exactement. Et c'est tout. Rien d'autre. Et il recevait ton yo du coup et toi tu lui envoyais un yo et voilà. Fin de l'histoire, c'est tout. On pouvait pas mettre autre chose que Yo. Rien, c'était un bouton. Et en Mais c'est fait, dingue, mec.
C'est dingue, hein. Et mec, l'appli, tu sais, en fait, donc ils avaient aucun moyen de monétiser, tu t'en doutes bien. Enfin, parce que qu'est-ce Ouais. que tu peux foutre comme monétisation là-dessus? Sachant que l'appli, tu vas même pas dessus. C'était quand tu répondais à la notification, tu sais, t'avais un truc, genre, tu sais, un petit bouton, genre répondre oui, et ça envoyait un yo et fin de l'histoire. Ouais. Donc tu te connectais littéralement une seconde sur l'appli, donc impossible de monétiser. Et en fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est d'envoyer des news avec le yo. À un moment, ils ont voulu envoyer des news. De dire, bah, tu vois, t'avais tous les journaux qui publiaient, genre Wall Street Journal, Sud-Ouest, Le Monde, j'en sais rien, tu vois, qui publient sur l'appli. Et avec ton yo, tu pouvais envoyer une news. Et à partir du moment où ils ont fait ça, le truc s'est effondré, plus personne n'avait envie d'utiliser l'appli. Ah, c'est dommage, l'idée était bonne, je trouve. Un yo plus une news. Bah ouais, je trouvais ça pas con. Et en fait, les gens se sont dit, ouais, mais je peux déjà m'envoyer des articles sur Facebook. J'en sais rien pourquoi ça n'a pas marché. Et le truc, c'est. En fait, c'est quand ils ont essayé de monétiser que le truc a foiré, du coup. Toi, si tu devais le refaire aujourd'hui, mais de manière peut-être plus smart, un truc qui dure plus longtemps, un truc qui marche pas juste avec de la hype, tu aurais fait quoi? Parce que en fait, l'idée, je trouve, de créer une application qui est limitante et intéressante. Un seul message par jour, c'est un peu Biril finalement. Biril, c'est Ouais. t'as un message, t'as une photo, fini, tu vois. Et ça pourrait être intéressant de se dire, surtout à l'ère où on est tous sur des écrans H24 et que de plus en plus de personnes essaient de se libérer des écrans, créer une application où tu peux envoyer un seul message ou créer une application où tu peux y aller qu'une fois. Alors, je crois une fois par jour, ça se fait, mais créer une application où tu peux envoyer un seul message et il faut choisir le bon message, tu vois. Ou alors une seule news, ou alors un truc qui est percutant, une idée, une blague, tu Ah, vois. ouais, mais tu vois, le problème de ça, c'est qu'en fait, ça va réussir à marcher. C'est comme Biril. Enfin, je connais pas les chiffres de Biril, mais je sais que enfin, il y avait pas mal d'articles qui étaient parus comme quoi c'était assez difficile pour eux parce que en fait, le problème de ce genre d'appli, c'est que les faire partir, tu peux. Si tu t'y prends bien, t'es bon en marketing, t'as un bon produit, let's go, tu vas réussir à avoir de l'attraction. Et le problème, c'est la rétention. En fait, la force de Insta et de tout ce bordel, c'est quoi? La force d'Insta et de TikTok et de tout ce que tu veux, c'est de te faire passer un maximum de temps et d'attention sur l'appli. Donc oui, tu vas avoir une contre-culture. Oui, tu vas avoir des mecs qui veulent passer que une minute sur l'appli. Mais le problème, c'est que ces mecs qui veulent passer qu'une minute sur l'appli, fondamentalement, ils sont pas méga rentables. C'est pas que ça marche pas. C'est que tu peux atteindre tout ça. Biril, tu vois, ils ont atteint, je crois, 60 millions d'utilisateurs, ce qui est une dinguerie. Enfin, tu vois, c'est génial. Le problème, c'est comment derrière tu monétises ça. Puisque le but même, c'est de faire passer un minimum de temps. Or, Facebook, je suis à peu près sûr, enfin toute la panoplie Meta, plus TikTok, plus YouTube, plus tu passes de temps sur leur appli, plus tu deviens un client rentable. Donc eux, c'est, à mon avis, leur équation est méga simple. C'est, tu vois, c'est temps multiplié par interaction, temps de cerveau disponible, enfin, mais c'est même temps de cerveau disponible égale monétisation. Tu vois, c'est Mais aussi simple que ça. justement, ça se trouve, c'est une force, notamment auprès des annonceurs, au sens où si on fait venir les personnes une seule fois sur l'application, le cerveau de ces personnes va être totalement présent lors de la venue sur l'application. Là où sur un Facebook, les ads, putain, moi je les vois même plus passer. Tu vois, sur les stories, je les passe immédiatement, je les capte même plus. Bon bah là, tu viens une fois et tu as la possibilité en tant qu'annonceur qu'on te voit et que la personne soit 100% disponible pour voir ton ad. Peut-être que c'est un pouvoir de négociation qui permet d'augmenter justement le pouvoir de négociation et donc le, le prix des ads sur l'app. Ouais, mais alors t'as intérêt. Alors je suis d'accord avec toi, hein. Peut-être que tu peux jouer un coup comme ça, mais t'as intérêt à faire payer ton ads Ouais. sacrément cher. Parce que t'imagines que le nombre d'ads que tu vois, un CPC normal sur Facebook, je le connais pas en ce moment, mais disons que tu vois, une impression, c'est 2 centimes, tu vois. Vu le prix que t'envoies, fais le calcul, combien t'en as chopé par jour entre toutes les plateformes Facebook sur lesquelles tu t'es connecté, et essaye de rapporter ça à combien il faudrait faire payer l'annonceur par vue pour que ça ait du sens. Il faudrait vraiment que tu aies des taux de conversion de zinzin pour que les mecs acceptent de payer. Ou alors, une application, désolé, hein, je cherche, ça m'intéresse, hein, Ouais, non, mais, mais vas-y, ou vas-y, c'est alors, intéressant. ou alors une application où on limite les actions des individus sur l'app. Exemple, sur Instagram, tu peux poster une seule story par jour euh, ou par semaine. Enfin bref, on limite dans le temps. Tu peux poster un seul truc par jour. Mais par contre, on rend infini la consommation de contenu sur ces plateformes. Je pense à quoi? Je pense à une application, par exemple, de talent.
Imagine demain, tu as une application de talent qui arrive et tous les jours, il y a un concours qui est organisé, un concours de chant par exemple, où chaque personne peut poster une seule vidéo par jour et après, l'ensemble du peuple, l'ensemble des autres utilisateurs ont la possibilité de venir sur l'application, de voter à l'infini et d'élire finalement le gagnant de ce concours-là. Donc du côté des personnes qui participent, ils ont une seule chance par jour, une seule chance par semaine, une seule chance par mois, on limite à fond. Et en plus, comme ça, on raréfie aussi l'app, et donc ça donne encore plus envie de participer. Mais du côté de la consommation, on assure cette itération, cette rétention, avec une consommation qui est infinie. Ouais, pas con, parce que là, à la limite, ouais, là tu limites l'input. Bah, en fait, c'est un peu comme Twitter qui disait je te limite en nombre de caractères. Et en gros, je limite on va dire, ta créativité dans une boîte. Mais par contre, en consommation, tu fais ce que tu veux. Ouais. À creuser. Ça peut potentiellement marcher. Après, je sais pas si ces modèles. Moi, je suis pas assez érudit sur le sujet, mais je sais pas si ces modèles de faire payer de la pub et tout, tu vois. On voit que Twitter, apparemment, avec la reprise là, d'Elon Musk et tout, ils galèrent quand même un peu à trouver leur modèle sur la partie pub. J'ai pas suivi le truc de méga près, mais il y a pas mal d'annonceurs qui gueulent, qui trouvent que c'est pas optimisé, qu'ils veulent plus te faire de pub sur X maintenant. Enfin, tu vois. Je sais pas à quel point, sorti de Facebook, Google, qui sont les deux gros monstres, je sais pas à quel point les business models publicitaires tournent bien. Tu vois. Autant, bon, Facebook, Google, ok, ils défoncent le game, ça, zéro sujet, tu vois. Mais je serais curieux de voir tu vois, des acteurs tiers, tu vois, des plus petits acteurs, genre. J'ai un exemple, monsieur. T'as dit quoi? J'ai un exemple, monsieur. Hein. Ah, Les newsletters. Les newsletters du type Morning Brew. À ton avis, ouais. combien est-ce qu'il fait payer le post enfin, je veux dire, l'ad sur les newsletters qu'ils envoient de manière quotidienne. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont entre 3 et 5 millions d'abonnés. Je sais pas, je dirais. Alors vas-y comme ça, guess, je dirais ils font payer entre 300 et 500 000 balles. Ouais, moi j'avais vu moins. J'avais vu, je crois, 150 000, comme ça. Ok. Mais, Ils en envoient mais combien de temps? c'est ça. Ils en envoient tous les jours. Donc Un email par en jour. gros, ils font 150 000 tous les jours. Ouais, et en fait, il y a aussi plusieurs posts, plusieurs spots publicitaires dans chaque email. Et 150 000, c'est le post le plus cher, et c'est celui qui apparaît tout là-haut. Et je crois qu'il y a une ou deux ou trois peut-être posts publicitaires uniquement sur les emails qu'ils envoient. Et puis du coup, ils ont répliqué le modèle en créant des newsletters, des morning brew mais nichés, marketing, finance et compagnie. Et du coup, ça permet de dupliquer le modèle. Et c'était à 150 000 balles par jour. Bon, au bout de 5 ans quand même, ça te fait du 4 500 000 par mois. Ce qui commence à faire. T'es encore Ce très qui, très loin d'un équivalent Facebook, mais oui, ce qui commence à faire pas mal. Bref. Et là, on est d'accord, il y a une pub qu'ils envoient à tout le monde, donc tu sais que tous les jours, potentiellement, tu touches 5 millions de mecs. C'est ça. Ce qui est un tout petit peu différent d'une plateforme en ligne où ça va peut-être. Enfin, je sais pas si les trucs, tu vois, tu sais pas qui va ouvrir, qui va pas ouvrir. Là, les mecs sont abonnés à une newsletter payante, donc a priori, ils sont. Non, c'est gratuit. Hein. Morning Brew, c'est gratuit. Ah, ok, d'accord, pardon. Je pensais que c'était payant. Non, Ok. non, Morning Brew, c'est gratos. Morning Brew is the seul et toi. Ok. Donc voilà, donc deuxième idée, Yo. Ok, bah alors moi j'enchaîne avec le business de la blague. Le business de la blague, et il y a deux trucs qui sont tournés vers le cul de business. En fait, et c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que franchement, j'aurais jamais pensé, mais faire des blagues et faire monétiser les blagues, ça marche. Ah ouais, j'aurais Là, jamais pensé. il y a une boîte qui vend des pénis en chocolat que j'ai trouvé via un type qui s'appelle Pat Walsh sur Twitter. Très intéressant, qui lui étudie différents types de business. En gros, il a un site qui répertorie, où il liste les histoires des fondateurs. Donc, il a des centaines, voire des milliers de fondateurs qui écrivent leur histoire. Et il y a un type qui a présenté son site, du coup, qui s'appelle dick@yourdoor.com. Littéralement un pénis à ta maison, à ta porte, Ouais. livré. Et en gros,
pourquoi ça marche? C'est parce que c'est des potes qui se font des blagues entre eux. Et du coup, qui se livrent des pénis au chocolat entre eux, tu vois. Et les mecs, ils font 150 000 balles par mois, plus d'1 million du coup par an, de CA. Alors, je sais pas vraiment combien ils font de profit sur ça, mais ça marche. Et ça, tu peux le dupliquer sous de multiples variantes. Enfin, je veux dire, les blagues comme ça, tu peux le faire de toutes sortes, quoi. De toutes sortes. Ouais. Et dans le même style, qui est un peu moins de la blague, mais qui reste dans le côté cul, sexuel et compagnie, c'est quelque chose qui est plus connu, qui s'appelle Tabs Lab. Je sais pas si ça te parle. C'est un jeune qui s'appelle Olivier quelque chose, un Américain, qui a créé, du coup, Tabs Lab. Qu'est-ce que c'est? C'est des tablettes de chocolat qui sont censées stimuler ta libido. Ah ouais, mais ça, c'est pas tant une blague. Ça, c'est le mec qui a fait 11 millions là grâce à TikTok. Exactement. C'est pas tant une blague, mais ça peut aussi être envoyé sous forme de blague, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai vu aussi des histoires de personnes qui, ah bah tiens, vas-y, ah bah tiens, c'est rigolo, bla bla. Ou alors des fausses blagues, tu vois, là. Peut-être la copine qui envoie ça à son mec en mode, ah, c'est pour la blague. Ouais. Bon, je sais pas, tu vois. Mais, en fait, petit point à savoir par contre sur ce genre de choses, sur le business des blagues, notamment des business de blagues qui sont assez lourdes, c'est la distribution. Là, pour le coup, c'est hyper galère. Parce que tu n'as aucune plateforme de distribution qui veut de toi et tu te fais bannir par absolument tout. Et en plus, même d'un point de vue organique, sur du TikTok, sur du Facebook, enfin sur l'Instagram, si tu veux créer du contenu, eh bien, tu te fais aussi bannir. Parce que forcément, ils n'aiment pas ce genre de choses. Ouais. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, notamment Tabs Lab, c'est assez connu. Il y a des interviews qui ont été faites de lui sur les réseaux que je vous invite d'ailleurs à voir. Ils ont créé une armée d'affiliés. Donc hyper smart, ils ont eu des posts qui ont cartonné sur TikTok, ils sont allés voir des centaines et des centaines de personnes qui avaient 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans. Ils les ont organisés au sein d'un Discord en leur disant voilà ce que vous devez faire, voilà comment vous allez créer, un peu comme ce que fait Andrew Tate ou ce qu'a pu faire Tugan Barra pour partager pour distribuer leurs produits. Bah, c'est exactement la même chose. Et il y a des jeunes de 15, 17, 18 ans qui se sont fait littéralement des milliers d'euros juste en republiant leur TikTok. Ouais. Donc, truc assez intéressant, même dans les business des blagues où finalement les plateformes de distribution peuvent vous bloquer, cette possibilité finalement c'est de faire appel à la foule, au peuple et de multiplier la distribution en multipliant finalement les personnes qui vont partager votre contenu. Ouais, moi j'aurais pas dit non plus que c'était un truc très pérenne parce que moi j'ai l'impression que ce genre de truc, tu vas le faire une fois, tu vois. Le problème d'une blague, c'est que c'est drôle une fois. C'est pas drôle si tu fais ça à ton pote toutes les semaines ou tu vois ou à 10 potes et les 9 autres ont déjà entendu que tu l'avais fait à quelqu'un. Donc moi je me dis le problème de ce business, c'est que très vite à mon avis ça crève. Enfin ou très vite tu rencontres un problème. À la limite les sites de blagues, tu vois, sur lesquels tu ferais de la pub ou tu ferais je sais pas un truc premium genre tu vois, site d'humour, à la limite why not, mais ce genre de blague où tu dois payer pour en faire une. Et c'est un truc physique, délivré à ta porte, ou un truc, tu vois, un peu heavy, je me dis, la durée de vie doit être minime. Ouais, mais c'est un coût, quoi. C'est un coût que tu peux faire. Oui, C'est un gros coût que tu peux faire. C'est un coût à 150 000 balles par mois. À mon avis, il doit se faire 40% de marge. À mon avis, ça va être assez Ouais, gros, ouais. un peu de marge. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est des trucs qui n'existent pas en France. Même Solo Travelers, .club, là, Female Travelers, n'existe pas en France. Je pense que ça peut être intéressant. D'autant plus que, bah, à la limite, la blague du dictature d'or, certes, mais Tabs Lab qui, comme tu l'as dit, est un peu moins la blague, qui se base vraiment sur une problématique profonde. Ouais. Ça, pour le coup, bon, bah, c'est comme les médocs que les personnes peuvent vendre pour ce genre de problématique. C'est limite, c'est du récurrent. Si le produit marche, ce qui m'étonnerait, tu vois. Mais si le produit Ouais, marche, ouais. c'est du récurrent. Sur le deuxième, je suis d'accord avec toi. Sur le deuxième, c'est différent. Sur le deuxième, si ça fonctionne, à la limite, il y a des mecs qui peuvent être intéressés par ce genre de truc. Non, moi, je faisais plutôt référence au premier, où Ouais. franchement, enfin, t'es très très lourd si tu le fais 10 fois d'affilée, tu vois. C'est très bizarre. Je sais pas comment on pourrait pérenniser ce genre de choses, justement. Peut-être juste lancer une sorte de succession de boutiques produits uniques avec on a déjà le process de création, on a déjà le marketing, on sait ce qui fonctionne et on sort je sais pas un nouveau produit par mois sous cet angle-là, que ce soit des Souvent, trucs moi, ce que j'ai vu faire sur des mecs qui cartonnaient sur un truc comme ça, c'était que derrière, ils transformaient leur business en agence. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de mecs transitionner de aussi. j'ai un business comme ça,
tu vois. Je le fais exploser, je montre que je suis un crack en marketing sur un coup. Sauf qu'en fait, ils ont un produit qui est pas hyper réplicable. Et ensuite, à côté où ils transforment, ça peu importe, ils créent une agence. Et cette agence, le produit leur sert de vitrine en disant regardez ce qu'on a réussi, consommez dans notre agence. Et il y avait la même chose à une époque qui se passait pas mal sur les business de dev. Alors, c'est moins le cas maintenant parce que c'est moins une barrière à l'entrée. Mais à l'époque où le dev était une vraie barrière à l'entrée, ce qui se passait, c'est que tu avais des mecs qui créaient une app, tu vois, qui était difficilement monétisable, mais qui était très cool, très adoptée, très bon niveau de dev. Et ensuite, il disait aux gens, bah voilà, derrière, on a monté une agence, tu vois, une SS2I, quoi, une agence de dev. Et cette agence de dev, bah, on prend des prestats et on est capable de vous faire la même chose. Et ça a permis de lancer pas mal d'agences, tu vois. Ok, intéressant. Moi, j'avais un ancien associé que je salue s'il regarde ce podcast, qui avait lancé, tu vois, une appli de tramway, où en gros, tu pouvais choper le dernier, enfin, avec juste en un clic, tu pouvais choper quand est-ce qu'était le dernier tramway quand tu sortais de soirée. Donc très cool, ça leur a fait une grosse pub, mais impossible ou quasi impossible à monétiser. Et à partir de là, ils ont lancé une agence qui est toujours en vie aujourd'hui, tu vois, qui fait, je pense, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui doit embaucher 20 ou 30 personnes. Et en fait, leur moyen d'entrer dans le game, ça a été ça. Ça leur a rapporté tous leurs premiers clients. Ils se sont fait connaître grâce à un gros coup de pub comme ça, tu vois. Mais ça, justement, c'est la question que je me pose même avec les. Il y a pas mal de. Même le crayon. Tu vois, le crayon, par exemple, c'est mass market, blablabla. Ils parlent à Ouais. énormément de personnes et puis derrière, ils ont des agences. Ça marche bien. Mais à quel moment est-ce qu'ils font le lien entre les, le mass market, ce que tout le monde voit, comme avec ton pote, l'application, avec l'agence? Est-ce que derrière, ils font de la prospection en disant, eh oh, c'est nous qui avons créé ça? On Ouais. peut faire la même chose pour vous? Ou est-ce que du coup, il y a des liens à l'intérieur de l'app? Ou parce que sur le crayon, par exemple, je suis allé voir, nulle part ils font la promotion, à part sur leur site internet, mais très peu de personnes vont sur leur site internet, tu vois. Mais nulle part ils font la promotion de leur agence derrière. Alors moi, si tu veux, je connais pas. Pour le crayon, je suis pas capable de te répondre parce que je sais pas comment il fonctionne. Ok. Je connais que de nom entre guillemets. Même si on a des invests communs, voilà, je connais pas le truc. Mais par contre, ce que je sais, c'est que moi, dans le cas de mon pote, c'était du démarchage. Ok. Il y avait eu des articles sur l'app, il y avait l'app en elle-même. Ils allaient voir les clients en disant, regardez les gars, on a créé ça, ça a cartonné, on sait le refaire, est-ce que ça vous intéresse? Et en fait, c'était devenu leur pitch marketing. Il n'y avait aucun lien dans l'app qui renvoyait vers leur truc. Peut-être que tout en bas du site web, il y avait un truc qui disait créé par Ouais. avec le nom de l'agence, mais c'est le truc que tu regardes même plus quoi. Mais par contre non, ils sont servis comme street cred, si tu veux, comme preuve sociale. C'était purement de la preuve sociale. Et Ok. donc je suppose, bien que encore une fois je n'ai pas la réponse, je suppose que pour le crayon c'est pareil. Je suppose que pour le crayon ils disent regardez, on a un média, c'est vachement bien. En plus il doit y avoir du lead entrant. Eux avaient peu de lead entrant en fait. Eux c'était vraiment de la preuve sociale. Le crayon il doit avoir du lead entrant vu qu'il y a plein de gens qui regardent, qui doivent leur poser des questions. Donc ils chopent du lead entrant et ensuite ils disent regardez ce qu'on a été capable de faire. Maintenant on peut vous accompagner sur entre guillemets plus ou moins la même chose. C'est rigolo finalement que parce que c'est quand même leur enfin j'ai l'impression que leur portfolio finalement et créer leur portfolio c'est ce qui va leur prendre un travail immense qui va justement leur permettre de prouver le reste. Et donc, à la fois, je trouve ça très stylé parce qu'ils vont avoir une autorité, une crédibilité, ils vont pouvoir se différencier du reste du marché. Mais à la fois, j'ai toujours une petite voix dans ma tête qui me demande, mais est-ce que c'est vraiment worth it? Est-ce que finalement, bosser gratuitement pendant, je sais pas, 3 4 mois pour des clients, et ensuite avoir des résultats d'un peu, construire un portfolio sur ça, et après marcher à regarder ce qu'on fait, ce serait moins chiant que tout le travail qu'ils font avec le client. Alors, je dis pas, hein, à mon avis, ça va être génial, enfin, ça marche super bien, ils font un travail qui est extraordinaire. Et au moment où je m'intéressais au business des médias, au business des univers, je me disais toujours, mais le travail de front, il est dans le temps, parce qu'il faut le faire durer dans la durée. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que la plus-value est vraiment exceptionnelle? Est-ce qu'elle Bah est moi vraiment ouais, je pense qu'à un moment tu commences à avoir un effet de power law un peu si tu veux. Tu sais, Ok. de loi de pouvoir. C'est-à-dire que, en gros, au début, c'est très chiant. Je pense que tu mets 6, 8, 1 an, tu vois, à créer du contenu, à le faire prendre, machin. Cependant, dès que la courbe exponentielle, elle démarre, mais jamais tu démarcheras autant à la mano. Jamais de la vie. Tu vois.
Et donc je pense que tout le jeu, c'est de réussir à faire démarrer cette courbe. Et après, ben, c'est une image que tu auras toujours. Demain, les fondateurs du Crayon, ils changent de projet. Leurs fans hardcore les suivront, si tu veux. Alors peut-être que oui, sur les, je sais plus combien ils ont, j'ai pas envie de dire de conneries, mais disons qu'ils ont 1 million de mecs. Sur le million, il y en a peut-être 40%, 50%, mais même s'il y en avait 60%, tu vois, qui se barrent, qui disent ouais, mais ça m'intéresse plus parce que c'est plus le Crayon. Ils ont ne serait-ce que 40% qui continuent à les suivre, et là-dessus, ils convertissent ne serait-ce que 10%. Bah c'est 40, enfin, je fais le calcul, oui. C'est 40 000 mecs qui restent, si tu veux. Et ces 40 000 mecs qui restent, suffit qu'ils les, tu vois, enfin, ils les monétisent à 100 balles par mois. Enfin, quand tu arrives à un niveau assez important, même si tu as on va dire de la casse dans tous les sens, dans tous les sens, tu finis toujours par avoir une base qui reste. C'est un truc que tu as gagné. Ton audience, c'est un truc que tu as gagné qui partira pas. Ok, tu auras de la casse. Ok, certains vont dire ah il a changé, c'est nul. Ah ce que je préférais ce qu'il faisait avant. Ah je préférais avant, machin. Mais personne, enfin moi je connais personne qui a créé une audience supérieure à 10K si tu veux et qui m'a dit ah en fait c'était une mauvaise idée, j'aurais pas dû le faire. Personne. Ouais. Je n'en connais, enfin littéralement et je commence à tu vois à côtoyer, enfin bah toi, moi, Clément qu'on a reçu la dernière fois, allez voir la vidéo d'ailleurs, Benoît, Steve, enfin, tous les gens que j'ai côtoyés qui ont fait ça, je n'en connais aucun qui m'a dit ouais mais ça sert à rien, voilà. Dès que tu dépasses les 10 000, dès que tu as le minimum de notoriété, ça t'apporte des trucs. Et plus t'en as, et plus tu arrives à la tenir sur le long terme, peu importe tout si tu veux, plus tu arrives à la tenir sur le long terme, plus tu gagnes un truc. Parce que les gens ils sont rassurés par les gens qui sont là depuis longtemps, mine de rien. Les gens adorent les histoires de ouais je suis devenu riche en une nuit, ok. Mais ils font confiance à ceux qui sont là depuis longtemps. Et ils font confiance à ceux qui sont capables de tenir la pause pendant un long moment. Regarde, je te donne un exemple. Je vais te donner deux exemples avant la fin du podcast là, mais il y en a un sur, notamment un sur l'influence en ligne. On va prendre Squeezie, tu vois. Squeezie, il a explosé, il est devenu très connu, et pendant une période entre guillemets, avant qu'il ait la notoriété qu'il a maintenant, où il y a, tu vois, où il a vraiment ces deux dernières années explosé, où il est devenu un créateur, tu vois, capable de faire des trucs comme le GP Explorer et tout ça, où vraiment il y a des moyens démesurés. Bah, toute la période du milieu, sa croissance était moins rapide. Si vraiment, tu vois, tu regardes juste les chiffres. Mais il a perduré, perduré, perduré. Quitte à faire de temps en temps une vidéo que les gens aiment pas, quitte à faire une vidéo qui est moins bonne, quitte à tester des concepts de je commande des subreddits, des machins. Alors ça marche bien en termes de volume, mais tu pourrais dire c'est de la moins bonne qualité, entre guillemets, que des trucs genre GP Explorer, machin. Ouais, mais il s'est séparé de Cyprien, machin, il a continué, il a continué, il a continué. Et le mec, sur une période de 15 ans, grosso merdo, ben, tu te dis, ok, il a toujours été là. Donc forcément, quand il explose, bah t'as envie de lui faire confiance, t'as envie de regarder ses projets, t'as envie de voir ce qu'il en est, parce que il a pas explosé du jour au lendemain. C'est pas le GP Explorer qui l'a lancé, ça fait 10 ans, tu vois, qui taffe. Avec des périodes de haut, de bas. Et c'est la même chose sur MrBeast. MrBeast, il a mis 8 ans à démarrer, enfin, tu vois, catastrophique. Ensuite, il a explosé. Ensuite, ça s'est un peu calmé. Ensuite, il a réexplosé, tu vois. Et tu le fais tu vois, par escalier, je pense. Et plus tu regardes tous ceux qui sont vraiment top niveau, j'entends le top 5%, c'est que des mecs qui ont perduré dans le truc, tu vois. 1000%. Je te donne, enfin, Antoine BM. Antoine BM, son Ouais, travail, alors j'adore son travail créatif. Je trouve que ce ouais, qu'il crée sur les réseaux est très intéressant, blog. Mais son travail intellectuel qui fournit dans les formations, je trouve qu'elle est de basse qualité, pour en avoir consommé quelques fois. ok. Et pourtant, il fait des chiffres, mais totalement démesurés, en bossant uniquement le matin. C'est une règle qu'il a partagé publiquement. Il ne bosse que le matin. Il bosse 3, 4 heures le matin. Il fait son petit email. Il fait pub et c'est fini. Et il fait 80 000 euros par mois, tu vois. Parce que les gens le connaissent et parce qu'il est là depuis 10 ans. Donc, je te rejoins à 1000%. En fait, les effets cumulés sur la création de contenu sont folles, quelle que soit la thématique. Mec, l'effet cumulé est fou, quelle que soit la thématique. C'est même pas la création de contenu, c'est l'effet cumulé. Et le pouvoir du temps, si tu veux. Enfin, tu sais, il y a tous les mecs qui essayent de te vendre de la formation de investir en bourse qui te le diront, évidemment, mais quoi que tu fasses, l'effet cumulé jouera toujours en ta faveur.
Enfin, c'est impossible autrement. Après, que tu deviennes pas milliardaire ou que ça mette du temps pour gagner ton premier million, nanana, oui, oui. Mais l'effet cumulé de je me lève tous les matins, je taffe, que ce soit intellectuellement, que ce soit sportivement, que ce soit sur le contenu, que ce soit sur tes investissements en argent, que ce soit sur le knowledge que tu es capable d'absorber, que ce soit sur tes relations familiales, peu importe, ton effet cumulé, t'es gagnant à tous les coups. Le seul problème entre ça, c'est que l'effet cumulé, c'est facile à faire un jour, parce que c'est des petites actions, tu vois, nanana, mais à tenir sur le long terme, c'est un enfer. Personne n'a envie de te dire, ouais, tu seras riche dans 10 ans parce que tu vas investir tous les mois 40% de tes revenus, plutôt que d'aller faire je sais pas quoi. Personne n'a envie d'entendre, vas-y, tu vas poster une vidéo tous les jours, même si elle est pas ouf, tu vas la tourner et tu vas t'y tenir. Parce que tu vois, moi, pour le faire, au bout de 2 ans, c'est chiant. Il y a des jours où t'as pas envie. Bah, tu te dis, quoi qu'il arrive, je le fais. Quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, quoi qu'il arrive, toi. Je te donne un autre exemple pour ma santé. Tous les matins, je vais marcher. Tous les matins, je commence ma journée en marchant. Quoi qu'il arrive, je le fais. Ce matin, il y avait tempête, mec. J'ai été trempé. J'avais pas envie de le faire. Je me suis dit, vas-y, non, là, hein. Je l'ai fait. C'est fun, pas tant. C'est bon pour ma santé. Une fois, ça aurait rien changé. Mais si j'arrête une fois, qu'est-ce qui me dit que j'arrête pas une fois de temps en temps? Et une fois de temps en temps, sur 10 ans, ça fait 5000 fois. Et 5000 fois, j'exagère, 10 ans, ça fait même pas 5000 jours, donc je dis de la merde, mais ça fait 500 fois. Et 500 fois sur 10 ans, et ben ça fait peut-être, tu vois, je sais pas ce que ça fait sur mon corps, peut-être rien. Peut-être que je me conditionne juste au truc, mais je pense que ça a tout a un impact, tu vois. Et plus tu le tiens, plus t'avances. Et est-ce que, 1000% d'accord, est-ce que il nous reste 5 minutes max? Et est-ce que tu Ouais. peux partager peut-être, est-ce que tu en as un petit dernier ou pas? Ou non? Euh, Ou t'as la euh, flemme? de, j'ai pas réussi à trouver d'autres trucs vraiment what the Ah, fuck ok. qui ont fonctionné. J'ai trouvé des trucs vraiment what the fuck qui ont réussi à lever beaucoup d'argent. Si tu veux, par contre. Vas-y. Un petit exemple rapide. Euh, donc le petit dernier, qui moi m'a toujours fasciné, c'est un truc qui s'appelle Juicero. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, ça me parle pas. Juicero, c'est des mecs, toujours pareil, Silicon Valley, qui lèvent 400 millions pour faire un presseur de jus. Donc au lieu de te presser ton jus à la main, genre te presser tes citrons et tes mandarines et ce que tu veux, les types ont créé un presseur à jus avec une espèce de petite poche. Tu rentres la petite poche, tu fermes le truc, tu appuies sur un bouton et ça te fait ton jus frais. Le bail, c'est genre Nespresso pour les jus de fruits. Ce qui n'a aucun sens puisque la machine coûtait 500 ou 600 dollars, je sais plus exactement, et tu pouvais presser, tu pouvais juste acheter la capsule et la presser à la main. T'avais juste du jus dans une capsule. Enfin, t'as acheté une bouteille de jus, au lieu que ce soit une bouteille, c'était une machine et tout ça coûtait genre 10 fois le prix. Ils en ont vendu quelques-uns. Mais le truc a explosé en vol évidemment. Mais la boîte a quand même levé, je crois au total, quasiment 400 millions avec des fonds C'est hyper énorme. reconnus dans la Silicon Valley. Putain. Et a duré pareil 4-5 ans. Donc ça c'est vraiment une des idées les plus débiles et les plus folles au sens dans le mauvais sens du terme, pas folle en mode tu vois aller sur la lune et tout ça que j'ai pu voir et qui avait pas un super enfin tu vois et qui ont alors elles ont explosé en vol mais beaucoup de mecs sont devenus très riches grâce à ça. On a le temps de rebondir ou pas? Ah bah Ou vas-y c'est vas-y short? vas-y ouais. Non, non. Du coup, comment tu expliques de un qu'ils ont réussi à lever autant? Forcément, à mon avis, ils devaient avoir un modèle d'affaires qui était croissant au moment où ils devaient connaître une forte croissance si en 4 ans ils ont réussi à lever ça. De un. Et puis de deux, comment ils ont réussi à faire du cash finalement et à faire du cash out et comment les fondateurs ont réussi à vraiment s'en sortir bien si la boîte a périclité. Non, mais en fait si tu veux ils ont jamais réussi à faire tant de cash que ça. Le seul truc, c'était que bon, déjà, c'était du hardware. Donc, quand tu fais du hardware, notamment aux États-Unis, bah, tu vas très vite lever beaucoup d'argent. Donc, les montants sont très importants, d'où les centaines de millions d'euros. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils sont arrivés dans une période ultra fast de la Silicon Valley où tout le monde voulait funder la next licorne et il n'y avait pas assez de. Enfin, en fait, tu avais plus d'argent à mettre en face que de projets à lancer, si tu veux. Et les mecs avaient un peu communiqué sur un truc genre Nespresso pour le jus de fruits, à une époque où tu as deux trucs qui ont explosé, Nespresso en un, et en deux, le côté healthy, faites gaffe à votre santé. Ok. Et donc ils ont joué là-dessus,
et le truc a explosé. Ils ont réussi à lever beaucoup d'argent. Je crois ils ont, tu vois, ils ont dû en faire quelques milliers de trucs comme ça. Ils ont dû avoir peut-être une petite croissance à un moment. Je crois qu'à un moment, ils ont fait un truc genre, tu sais, genre un Kickstarter ou ce genre de truc. Mais c'est tout, quoi. Si tu veux, enfin, ils ont jamais eu de vrais résultats. Mais voilà. Et alors après, pour répondre à ta question, comment ils ont fait pour cash out? Pareil, c'était une époque où beaucoup de fonds dans la vallée acceptaient que les fondateurs cash out sur des levées de fonds parce qu'ils voulaient être le fonds le plus attractif pour emporter les deals. Du coup, t'avais plein de mecs qui disaient ouais, vas-y, vous pouvez liquider, je sais pas, 2-3% de vos actions. Sauf que quand tu liquides 2-3% de tes actions sur une valo, disons, je connais pas la dernière valo, mais 500, 600, 700 millions, tu vois, bah, tu vois, tu fais 2% de 500 millions. Enfin, tu vois, très vite, tu vas prendre, tu vas te prendre entre, disons, allez, soyons larges, parce que tu vas avoir les impôts, machin, tout le bordel, mais tu vas prendre entre 3 et 10 millions, quoi. Enfin, prendre 3 et 10 millions pour une boîte, sachant que tu prends aussi au passage un salaire hyper important. Quand tu as levé 100 millions, tu peux te mettre 2, 3, 400 000 de salaire sans que ça choque personne, tu vois, surtout aux États-Unis. Tu fais ça pendant 5 ans, tu t'es fait. Enfin, tu vois, tu peux ressortir de là, tu t'es fait 5 millions, quoi. Et, et t'as jamais créé 1 euro de valeur. J'exagère, mais t'as créé 3 fois rien, quoi. Et en plus, aux États-Unis, j'imagine que tu peux très facilement rebondir, tout le monde t'acclame, il n'y aura pas de souci, tu peux recommencer demain. J'ai Ouais, l'impression d'autant que là, qu'ils ont une philosophie de l'échec qui est OK là-bas. non, mais carrément, d'autant plus que là, les mecs n'ont rien fait d'illégal. Là, ça a juste pas Hum, marché, hein. C'est hum. pas, on n'est pas sur Theranos avec Elizabeth Holmes où là c'est plus compliqué parce qu'elle a fait des trucs avec du médical borderline. On n'est même pas sur un cas Adam Newman et WeWork où factuellement, tu vois, t'as des erreurs de gestion un peu chaudes. Là, non, juste le truc il a pas pris, ça a pas marché, on s'est trompé. Voilà, tu vois, enfin l'investisseur il prend son risque, hein. C'est ça qui est rémunéré. L'investisseur, on dit toujours ah ouais mais comment les investisseurs ils ont pas pété un câble. Ok, mais l'investisseur à un moment quand un VC il fait 50 deals, il sait que sur les 50, il y en a 45 qui vont péter. Hein, et que les 5 derniers vont lui rembourser bah, tout ce qu'il a investi. Ils espèrent en tout cas. C'est ce qui pendant longtemps s'est passé. En tout cas. Ok, Voilà. hyper intéressant. Bon bah, on s'arrête là. Yes.